On a beaucoup de matériel à couvrir. On a parlé des compétences de droit criminel, des compétences de droit de la santé. On va couvrir ces différents partages. On va parler de l'interdiction du meurtre et des autres actes qu'on retrouve au Code criminel. Et on va poursuivre avec le droit civil, les chartes. Mais surtout, on va parler de l'état actuel du droit pour enfin regarder l'approche qui est préconisée par le Québec. En droit constitutionnel, il faut savoir qu'au Canada, depuis 1867, on a dû départager les compétences entre le fédéral et les provinces. Et donc, le droit criminel, c'est de compétence fédérale exclusive, tandis que l'administration de la justice dans la province, c'est de compétence provinciale. L'administration de la santé, elle, est principalement de compétence provinciale. Et il y a une infime compétence fédérale en matière de santé qui est limitée à certains groupes de citoyens, comme les Autochtones, les immigrants, les anciens combattants. On parle de quarantaine, etc. On parle aussi de comportements ou de produits dangereux, comme la loi sur les stupéfiants. Et il y a aussi, en cas d'urgence, un pouvoir de dépenser ou un pouvoir d'urgence. Au niveau du Code criminel, il y a plusieurs dispositions qui peuvent s'appliquer. À commencer par le consentement à la mort. On n'a pas le droit de consentir à sa propre mort. Et plusieurs autres obligations qui s'appliquent aux interdictions qui vont s'appliquer aux médecins en particulier et aux individus. Il faut noter que l'aide au suicide reste toujours interdite. Mais le suicide et la tentative de suicide, eux, ne sont plus illégaux depuis qu'on a enlevé l'infraction de tentative de suicide en 1972. Au niveau du Code civil, c'est très important qu'on regarde certaines dispositions. On dit dans le Code civil que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. On ne fait pas de distinction de catégorie de personnes. Et on dit aussi, pour parler d'acharnement thérapeutique, que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature. Et comment le ministre de la Justice a-t-il interprété ça? Quand on a adopté le nouveau Code civil, le ministre a fait plusieurs commentaires sur des nouvelles dispositions du Code civil, et on dit les soins dont il est question, c'est toutes espèces d'examens, de prélèvements, de traitements ou d'interventions de nature médicale, psychologique ou sociale. Alors là, on regarde les soins palliatifs en particulier, requis par l'état de santé physique ou mental. Et les articles suivants du Code civil parlent un peu des moyens de faire respecter ces droits fondamentaux. On parle des consentements, etc., les personnes mineures, les personnes inaptes. Au niveau des chartes, excusez-moi, c'est pas mon ordi, alors je ne... OK, parfait. Merci. On a toujours besoin d'un médecin. Au niveau des chartes, qu'on le veuille ou non, on dit dans la Charte canadienne que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit, et qu'il y a des droits fondamentaux qui nous sont garantis, et en particulier les droits de l'article 7, où on dit chacun, on ne dit pas qu'il y en a qui en ont, qu'il y en a qui n'en ont pas, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Comment est-ce qu'on doit interpréter une atteinte à l'article 7, au droit à la vie? Premièrement, la personne qui va se plaindre devant les tribunaux doit démontrer que la disposition attaquée, prenons par exemple l'interdiction d'un homicide ou l'interdiction de l'aide au suicide, cette interdiction-là contrevient au droit à la vie et que ce n'est pas conforme au principe de justice naturelle, principe de justice fondamentale. Par la suite, il y a un renversement du fardeau de preuve, et là, c'est le gouvernement qui doit établir que les moyens choisis, comme par exemple l'interdiction de l'aide au suicide, est un moyen raisonnable et que c'est justifié dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et les tribunaux ont interprété ça en appliquant 3 éléments. Les mesures conçues pour atteindre l'objectif ne sont ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Le moyen choisi, deuxièmement, porte le moins possible atteinte au droit en cause. Et, troisièmement, il y a proportionnalité entre les effets des mesures
qui restreignent un droit garanti par la Charte et l'objectif qui est reconnu comme suffisamment important. Dans la Charte québécoise, c'est encore plus clair. Dans le préambule, on dit « Tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques. Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont tous droit à une égale protection de la loi. Le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constitue le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. » Et ces droits-là sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général. Ce n'est pas que des droits individuels qu'on peut s'arroger sans regarder l'impact sur les autres. Ce sont des droits qui doivent être interprétés de façon inséparable avec les droits et libertés des autres. Et finalement, on dit que ces droits-là sont garantis par la volonté collective et de mieux les protéger. Premier droit, première chose qu'on met dans la Charte québécoise, tout être humain a droit à la vie, à la sûreté et à l'intégrité de sa personne. Alors, encore une fois, excusez, j'ai les mains, je serais un très mauvais chirurgien, moi. J'ai les mains trop rapides. Alors, la première chose dont on a parlé un peu tantôt, c'est le refus et l'interruption de traitement. Souvent, les gens ont peur de souffrir, puis confondent tout. On confond euthanasie, refus de traitement, arrêt de traitement, etc. Il faut savoir qu'au Québec et au Canada, le patient a le droit de refuser un traitement ou de le faire cesser, même si la conséquence probable et prévisible est le décès. Il y a une condition à ça. Évidemment, il faut que ce soit en vertu d'un consentement libre et éclairé, donné par une personne majeure et apte. Il y a des décisions des tribunaux, il y en a une qui implique l'Hôtel-Dieu de Québec. Et on dit en conséquence, les articles du Code criminel, dans ce cas-ci, on parlait d'obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses, de ceux qui s'engagent à accomplir un acte et de négligence criminelle, ne s'appliquent pas. Donc, on a le droit au refus de traitement. Est-ce qu'on a le droit au refus à l'interruption d'alimentation? Mais oui. Alors, l'alimentation est un soin de base, couvert par l'expression « toute autre intervention ». C'est même l'interprétation du ministre de la Justice qu'on a couvert dans une autre affaire québécoise, dans l'affaire Corbeil, même si ça entraîne une abstention de traitement. Donc, le droit de refus et d'interruption de traitement s'applique pour tous les soins artificiels ou extraordinaires, comme le respirateur, qu'à l'égard des soins ordinaires ou de maintien de vie, comme l'alimentation artificielle, l'hydratation artificielle, la ventilation, etc. Là-dessus, je suis d'accord avec le rapport Ménard. Dans le fond, c'est un droit de laisser mourir. Ce n'est pas un droit de se faire tuer. Dans le rapport Ménard, on critique un peu cette jurisprudence-là, parce qu'on dit on n'a même pas regardé l'article 14 du Code criminel, qui dit que nul n'a droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée. Mais oui, c'est évident, parce que dans un cas où on refuse un traitement, on ne demande pas que la mort nous soit infligée. On décède des suites de notre maladie, d'une mort naturelle, ou des suites de notre décision de dire arrêtez les traitements. Et ce n'est pas plus un homicide, parce qu'un homicide, c'est de causer directement ou indirectement, par quelque moyen, la mort d'un être humain. Et ce n'est pas de l'euthanasie non plus, au sens où on l'entend dans le rapport « Mourir dans la dignité », parce que c'est provoquer une personne pour mettre fin à ses souffrances. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'acte ou d'omission volontaire qui cause ou qui provoque la mort dans le cas de refus d'interruption de traitement. Et ça, les patients n'en sont pas informés. Et pour être présent depuis 2 ans, presque à tous les soirs, dans un CHSLD sur l'étage où il y a des soins palliatifs, le personnel soignant non plus. L'acharnement thérapeutique. Dans le rapport « Mourir dans la dignité », on définit l'acharnement thérapeutique comme étant le recours à des traitements intensifs dans le but de prolonger la vie d'une personne malade au stade terminal sans espoir réel d'amélioration de son état.
Et l'acharnement peut être le fait du médecin qui parfois lui-même, soit parce qu'il a des visées plus scientifiques qu'humaines, et je ne veux pas les critiquer, ou parce que lui-même a peur de la souffrance, ou lui-même a peur de la mort, va vouloir s'acharner pour vaincre la mort. Parce que les médecins sont formés, tout d'abord, pour vaincre la mort, pour vaincre la souffrance. Alors, le médecin, lui, doit respecter la décision du refus ou d'interruption de soins. Sinon, il peut même être poursuivi. Et c'est déjà prévu au Code de déontologie des médecins qu'on doit fournir un soin que si ceux-ci sont médicalement nécessaires. Mais le plus souvent, l'acharnement thérapeutique n'est pas le fait du médecin. C'est le fait d'une demande du patient ou encore plus souvent de sa famille. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fin de vie, comme à tout autre épisode de soins, le médecin n'est pas tenu de fournir un soin qu'il ne juge pas médicalement nécessaire, ni de poursuivre des soins lorsqu'il estime que leur poursuite n'est plus médicalement nécessaire. Et en corollaire, le patient ne peut pas exiger qu'on continue. Il y a une cause qui est présentement devant la Cour suprême. L'audition a eu lieu au mois de décembre dans l'affaire Razzouli et nous attendons une décision. Alors, par le refus d'acharnement thérapeutique, que ce soit par le médecin ou le patient, on ne veut pas donner la mort. On accepte de ne pas pouvoir l'empêcher. On reconnaît nos limites au plan médical. Il n'y a donc pas d'acte illégal tant que le consentement est libre et éclairé. Sédation palliative. J'ai bien aimé l'intervention tantôt parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les termes. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter justement avec un infirmier le soir même où il donnait une injection à une patiente en fin de vie. Il y a différents moments de sédation. Il y a de la sédation urgente, souvent avec les protocoles de détresse. Quelqu'un fait une détresse respiratoire, etc. La sédation intermittente, ou la sédation continue. Et parfois, on utilise le terme sédation terminale pour décrire la sédation en fin de vie, sans intention de causer la mort. Mais des fois, on l'emploie aussi comme étant la sédation avec intention de causer la mort, d'où la confusion. Alors, je vais plutôt utiliser les termes sédation sans intention de causer la mort pour, à la suite, regarder la sédation avec intention de causer la mort. La sédation, même si elle est accompagnée d'un arrêt d'hydratation et d'alimentation artificielle, puisque, comme disait le docteur Dallaire, parfois, le patient, d'abord, il n'a plus faim. Si on lui donne à manger, il va vomir. Si on lui donne de l'eau, il risque de faire un édème. Alors, la sédation, accompagnée même de l'arrêt d'hydratation et de l'alimentation artificielle, qui est toujours effectuée avec un consentement libre et éclairé, ne constitue pas un homicide au sens du code criminel, en autant que l'intention ne soit pas de causer la mort, mais plutôt de soulager la souffrance. Et en voulant soulager le patient, même si la mort s'ensuit, la mort n'est pas un effet recherché. Là-dessus, je voudrais souligner que, pour moi, ça a été très éclairant comme non-médecin, puis peut-être que ce serait pour plusieurs médecins, de regarder l'analyse très bien faite dans le livre « Plaidoyer pour une mort digne » de Louis-André Richard et de Michel Lheureux. Mais les auteurs du rapport Ménard, eux, affirment que dans un tel cas, sédation sans intention de causer la mort en phase terminale, en fin de vie, on dit c'est plus le scénario du double effet des soins palliatifs. En fait, il devrait parler plutôt du scénario de double intention, où la mort plus rapide d'un patient est l'un des effets secondaires non désirés. Et ils disent, en cas de sédation terminale, les deux effets sont recherchés. Soulagement de la douleur et décès du patient. Donc, on a besoin de permettre l'euthanasie. C'est complètement faux, à mon avis. Je ne suis pas médecin, mais la présentation que je fais aujourd'hui m'a amené à lire à peu près une vingtaine de livres sur le sujet avant de le faire, de parler à des gens en soins hospitaliers, parler à des gens en CHSLD, et ça ne correspond pas à la pratique qui est décrite dans le livre de Louis-André Richard et Michel Lheureux, et non plus à ce que m'ont affirmé de nombreux médecins et infirmiers qui sont tant en milieu hospitalier qu'en CHSLD. L'intention n'est pas double, comme le disait le docteur Dallaire tantôt, elle ne vise qu'à soulager la douleur, même si la mort s'ensuit. Et dans un tel cas,
la sédation, même si la mort s'ensuit, n'est pas un homicide. Maintenant, la sédation avec intention de causer la mort, dans ce cas, le but de la sédation est d'entraîner la mort. Et le rapport Ménard, au niveau juridique, la conclusion est très bonne. Ça constitue une aide au suicide ou une sorte d'euthanasie ou parfois un homicide. Là-dessus, on s'entend. Mais cependant, ce qui arrive, c'est que dans le rapport Ménard, on applique ce raisonnement qui juridiquement est vrai. On l'applique à tort, à mon avis, lorsqu'il s'agit d'une sédation avec retrait d'alimentation et d'hydratation chez un patient qui pourrait encore être hydraté et alimenté, ou dont la mort n'est pas aussi imminente que celle qui est décrite plus haut. Ça, à mon avis, c'est une erreur considérable. Donc, pour éviter toute confusion, puis ça répond un peu à l'intervention de tantôt, on devrait réserver le terme sédation terminale pour décrire la sédation qui vise à donner la mort, et plutôt sédation palliative pour décrire toutes les sédations sans intention de causer la mort. Et on dit il y a peut-être des abus dans le système, il y a peut-être des médecins qui vont donner des sédations pour causer la mort. Mais légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, ce n'est pas la solution pour empêcher la clandestinité ou l'abus de sédation palliative et le détournement qu'on en fait de sa fin première qui est de soulager la douleur. Légaliser ces actes-là, ce n'est pas une façon de combattre un abus, et à tout événement, de toute façon, cet abus-là n'est pas documenté nulle part. Suicide assisté, on se rapproche, parce que le suicide assisté est compris dans l'expression aide médicale à mourir. Alors, qu'est-ce que c'est au sens du Code criminel? C'est une aide, un encouragement au suicide ou le conseil de se donner la mort. Mais ça vient en conflit avec l'article 7 de la Charte canadienne qui dit que chacun a droit à la vie. Dans l'affaire Sue Rodriguez, qui était une dame atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, c'est plus simple pour moi. En 1993, les 9 juges de la Cour suprême ont décidé unanimement que l'article du Code criminel qui interdit l'aide au suicide contrevient à la Charte. Ça, c'est assez surprenant. Et 8 juges sur 9 qu'il contrevient spécifiquement à l'article 7. Mais par contre, 5 juges sur 9 ont décidé que cette contravention-là n'était pas contraire au principe de justice fondamentale, et même si on pouvait présumer que ça portait atteinte aussi au droit à l'égalité qui est prévu à l'article 15 de la Charte, cette violation est clairement justifiée dans le cadre d'une société juste et démocratique. Donc, en 1993, la Cour suprême a décidé que le suicide assisté est illégal au Canada. En juin l'an dernier, un tribunal de première instance de Colombie-Britannique commence à en arriver à une autre conclusion dans l'affaire Carter. Dans l'affaire Carter, ça implique 2 personnes. Une dame qui ne s'appelle pas Carter, mais Taylor, qui est atteinte de SLA, comme dans le cas Rodriguez, et un monsieur Carter, le fils d'une dame qui était atteinte de sténose spinale et qui s'était fait euthanasier en Suisse. Et lui, il était concerné parce qu'il avait payé 32 000 $ pour que sa mère réussisse à faire euthanasier. Dans le rapport Ménard, on parle énormément de cette décision-là parce qu'on dit qu'il y a eu une preuve considérable. C'est une décision très fouillée, de 310 pages, etc. Dans cette affaire-là, Mme Taylor et M. Carter prétendent que les articles qui visent le consentement à la mort, la participation à une infraction, le conseil à une personne de commettre une infraction, l'homicide et l'aide au suicide du Code criminel empêchent une personne majeure et apte de chercher une aide médicale pour mourir en donnant un consentement libre et éclairé. Évidemment, les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique contestent cette interprétation-là en invoquant la décision Rodriguez, en disant que ça a déjà été décidé, puis la loi actuelle est nécessaire pour protéger les personnes les plus vulnérables. La juge Lynn Smith, qui rend la décision, en vient à quelque chose d'absolument aberrant, à mon avis. Elle conclut que les dispositions attaquées contreviennent au droit à la vie et au droit à l'égalité. Et par quel raisonnement elle arrive à ça? Elle dit « Toute personne peut se suicider ou tenter de se suicider parce que ce n'est pas illégal. » D'accord.
Mais une personne qui n'est pas capable de se suicider tout seul souffre de discrimination basée sur son incapacité physique, parce qu'elle ne peut pas se faire aider à se suicider. Mais dans ce cas-ci, Mme Taylor, elle était encore capable de se suicider toute seule. Mais elle dit, je voudrais attendre d'être suffisamment atteinte de ma SLA pour que là, je ne serai plus capable de me suicider. Et donc, on va devoir m'aider à le faire. Et donc, la juge Smith dit, son seul choix, si on maintient l'interdiction de l'aide au suicide, c'est de se suicider plus tôt, toute seule. Et là, c'est une atteinte à sa vie, à son droit à la vie, parce qu'on l'incite à se suicider plus tôt qu'elle voudrait le faire. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a entendu un appel de cette décision-là au mois de mars, et il n'y a pas encore de décisions qui ont été rendues. Alors, dans cet arrêt-là, on transforme un droit à la vie en un droit à la mort, puis on crée un droit au suicide. Mais la juge ne fait aucune différence entre le suicide ou la tentative de suicide, qui est un acte solitaire, qui n'implique que son auteur, et le fait que le suicide assisté, c'est un acte social, c'est un acte relationnel, qui implique un médecin, souvent payé par l'État, ou un proche. Et elle dit, quelle est la différence entre le suicide et le suicide assisté qui justifie que l'un soit légal et que l'autre soit un crime? Alors, elle dit, la décriminalisation du suicide, la tentative de suicide, ça visait, c'est-à-dire pas elle qui dit ça, ça visait à aider les désespérés, à protéger la vie. Décriminaliser le suicide assisté, ça vise le contraire. Alors, même le rapport Ménard le reconnaît, que la décriminalisation de la tentative de suicide, ça n'équivaut pas au droit à la reconnaissance d'un droit au suicide. Sinon, est-ce qu'on va arrêter les policiers qui font une intervention sur le pont Jacques-Cartier quand quelqu'un veut sauter en bas? Est-ce qu'on devrait arrêter dans les urgences de nos hôpitaux de soigner ceux qui ont essayé de se suicider et qui se sont manqués? Si on a un droit au suicide, on va tout arrêter ça. Alors, le juge ignore le fait que l'article 7 vise toute personne. Chacun a droit à la vie. Et si on suit son raisonnement, on en arrive à une discrimination contraire. C'est-à-dire, seules les personnes qui ne peuvent pas se suicider toutes seules auraient le droit au suicide assisté. Mais si moi, je suis capable de le faire tout seul, je n'ai pas le droit au suicide assisté. Et la Cour conclut qu'il n'y a pas de danger de pente glissante au Canada. C'est assez surprenant parce que la Haute Cour d'Irlande vient tout juste de regarder l'arrêt Carter, a eu les mêmes preuves médicales, et la Haute Cour d'Irlande dit, au contraire, il y a un grand danger d'une pente glissante. Toute l'analyse dans le jugement Carter est fondée sur les droits individuels sans considérer les droits de la société. On en arrive à l'approche du Québec. Le Dr Dallaire en a parlé tantôt, le Dr Vigny aussi. Est-ce que l'aide médicale à mourir est un soin? Si l'aide médicale à mourir est un soin, ça va tomber sous la compétence provinciale en matière de santé, et c'est pour ça qu'on le qualifie comme ça. Mais dans tous les articles du Code civil qui traitent de soins, et j'ai fait une recherche informatisée pour être sûr de ne pas en manquer, on parle toujours d'une action de soulagement, d'entretien, de sauvegarde de la vie, et non une action qui consiste à enlever la vie. Et c'est même contraire à l'interprétation du ministre de la Justice que je vous montrais tantôt. On parle de soins qui sont des examens, des prélèvements, des traitements, des interventions. Cette interprétation-là est très contestée par plusieurs médecins, plusieurs juristes, plusieurs éthiciens, et il y en a plusieurs qui sont parmi nous aujourd'hui. La même interprétation se retrouve dans plusieurs lois du Québec. La loi sur les services de santé et les services sociaux. Toute personne a le droit de recevoir les soins que requiert son État. J'aurais pu en mettre, j'ai fait une recherche informatisée, j'aurais pu mettre des tonnes de lois. Et les actions de santé publique doivent être faites, selon ce que nous dit la loi sur la santé publique, dans le but de protéger, maintenir ou améliorer l'état de santé et le bien-être de la population en général. Donc, au plan juridique,
le suicide assisté et l'euthanasie ne sont pas un soin. Et en conséquence, le Québec n'a pas compétence pour décriminaliser ces actes. Et quelqu'un demandait tantôt, est-ce qu'il y a des avocats qui sont en train de préparer une contestation de cette loi? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis certain que certains cabinets y pensent ou y pensent. Quels sont les postulats éthiques? Parce qu'on ne peut pas séparer le droit de l'éthique, cette question-là. Quels sont les postulats éthiques qu'on retrouve dans le rapport Ménard en particulier? Le caractère sacré de la vie est fondé sur des principes religieux. Il y a de moins en moins de religions dans notre société. Alors, ils disent, on va se donner une définition proprement juridique. Alors, le caractère sacré de la vie, ça signifie au moins que la vie est précieuse, qu'elle doit être respectée, protégée et traitée avec considération, qu'il s'agit d'un principe fondamental de notre société. Jusque-là, ça va, c'est bien. Mais on dit que le caractère sacré de la vie n'est pas absolu. Et il n'a de sens que si la dignité de la vie en fait partie. Et on dit que les approches qui sont fondées sur le vitalisme, sur une interprétation large du caractère sacré de la vie, ne sont plus reconnues en droit québécois par nos tribunaux. Et que l'intérêt de l'État, écoutez bien ça, à préserver la vie diminue en fin de vie. Et que l'État n'a aucun intérêt à forcer une personne à poursuivre une vie qui a perdu l'essentiel de son humanité. J'aimerais que Mme Marois déclare ça à la télévision, toute la population. Vous, les Québécois, les Québécoises, l'intérêt du gouvernement à préserver la vie, ça diminue quand vous commencez à perdre votre vie. Tous les postulats éthiques du Québec, quelle qu'en soit la valeur, évidemment je ne les admets pas, ne justifient en rien l'euthanasie ou le suicide assisté, mais ça justifie des choses qui sont déjà permises. Le respect des décisions du patient, de refuser ou d'interrompre un traitement, ou l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Et ça, il n'y a personne ici qui le conteste. Par contre, dans le rapport Ménard, on introduit subrepticement dans un petit passage en disant que quand on parle du droit au refus de traitement, l'exigence ne serait pas obligatoire. L'exigence de donner un consentement libre et éclairé, ce ne serait pas obligatoire dans le cas de refus. Ce serait autant que possible éclairé. Imaginez tous les abus qui peuvent arriver. Les postulats éthiques du Québec sont contraires aux deux chartes, canadiennes et québécoises, au Code civil du Québec et à de nombreuses lois du Québec. Et, à mon avis, la valeur ou la dignité d'une personne ne diminue pas en fonction de son âge, de son état ou de sa capacité. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des vieillards? Qu'est-ce qu'on fait des handicapés? Qu'est-ce qu'on fait des itinérants? Qu'est-ce qu'on fait des drogués? Qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont nés avec des incapacités graves? J'achève. Dans le rapport Ménard, on introduit même une menace. Au cas où la nouvelle loi serait contestée, on peut donner des directives aux procureurs généraux de la province, puisqu'on administre la justice, de ne pas poursuivre. Mais ça ne règle en rien le problème, parce que le gouvernement fédéral, lui, peut modifier le code criminel pour se donner un pouvoir de poursuivre. Et un individu peut intenter lui-même une poursuite. Dans l'approche du Québec, on essaie de semer la confusion. Quelqu'un demandait d'où ça vient, cette idée-là. La nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir, on dit dans le rapport Ménard qu'elle devra prévoir que toute décision d'une personne de mettre fin à sa vie par refus, interruption ou abstention de traitement, ce n'est pas un suicide au sens de la loi. Pas de problème avec ça. Mais on dit en même temps, la sédation palliative terminale ou le recours à l'aide médicale non plus, ce n'est pas un suicide. On essaie de confondre les gens et de mélanger des choses permises avec des choses interdites. Et je pense que cette tentative de confusion doit être dénoncée. Alors, conclusion. Au plan juridique, tuer n'est pas un soin, le Québec n'a pas compétence. Le refus, l'interruption ou l'abstention de traitement à la demande d'un patient, ce n'est pas illégal. Il n'y a aucune nécessité de légiférer à cet égard-là. Le refus de traitement doit toujours être sujet à un consentement libre et éclairé, et non pas seulement autant que possible. Le droit au suicide n'existe pas, même si ça a été décriminalisé. Et permettre que seules les personnes qui ne peuvent pas se suicider par leurs propres moyens aient droit au suicide assisté, ça crée une autre forme de discrimination. Ça nous entraîne sur une pente glissante, et ça ne devrait pas être permis. La sédation palliative, ce n'est pas un homicide, tant que l'intention n'est pas de causer la mort. L'acharnement thérapeutique,
le refus d'acharnement thérapeutique doit être respecté par le médecin. Le médecin n'a pas le droit de le pratiquer et les patients ni ses proches n'ont pas le droit de l'exiger. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que mourir, ce n'est pas un droit, c'est un fait. C'est le dernier acte de sa vie. Et c'est assez étrange qu'il y a déjà 20 ans, mon ancien professeur Jean-Louis Baudouin, d'une dame dans un livre Éthique de la mort, avait déjà prédit ce qui se passe. Il dit, c'est en retrouvant le sens profond de la dignité de la vie que va apparaître immanquablement le sens profond de la dignité de mourir. Et si on permet à l'aide médicale à mourir, les abus vont être inévitables et permettre de tolérer un seul abus. On ne peut pas se permettre ça lorsqu'une seule vie humaine en dépend. Et sa conclusion à lui, c'était redonner un sens à la mort, la réhumaniser. C'est un gage pour l'avenir et c'est le prix que la société doit se payer sans tarder pour éviter les excès du glissement éthique vers la reconnaissance d'un droit à la mort. Ça, c'était il y a 20 ans. Alors, au plan éthique, je conclus, la valeur ou la dignité d'une personne ne diminue pas en fonction de son âge, de son état ou de sa capacité. Chaque personne doit pouvoir mourir, ce que j'appellerais, à son heure. Pas plus tard, donc on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, ni plus tôt. Pas d'euthanasie ni de suicide assisté. Et les soins palliatifs et le respect des décisions du patient de refuser des soins doivent, et sans permettre l'euthanasie ni le suicide assisté, ça réconcilie les deux objectifs. Respecter l'autonomie du patient et respecter la vie pour l'ensemble de la société. Je dis que l'euthanasie et le suicide assisté, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est surtout Serge Dano, ça manifeste un échec. C'est la manifestation la plus triste du désespoir. Et Dr Dano invite tous ceux qui souffrent à ne pas céder. J'irai un pas plus loin. À mon avis, c'est une manifestation de l'échec de nos services de santé. Ne vous en déplaise, messieurs les médecins, madame les médecins, à soulager la douleur, qu'elle soit physique, psychologique ou morale. Et surtout, l'échec de nos familles à bien entourer ceux qui sont en fin de vie. Je dis que mettre sa vie au service de celui qui la perd, c'est plus valorisant que mettre sa vie au service de sa mort. Et on n'a pas besoin de faire disparaître le patient pour faire disparaître la souffrance. Il ne s'agit pas de combattre un mal qui est la souffrance par un autre mal. On finit avec le serment d'Hippocrate. J'utiliserai le régime, c'est la traduction du texte grec d'origine, j'utiliserai le régime pour l'utilité des malades, suivant mon pouvoir et mon jugement. Mais si c'est pour leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle, même si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. On devrait plutôt se concentrer au Québec sur ce qui nous unit, le respect de la dignité de chaque personne par de meilleurs soins palliatifs, une meilleure accessibilité aux soins palliatifs, plutôt que sur ce qui nous divise, l'euthanasie et le suicide assisté. Et c'est assez ironique que c'est à Montréal qu'il y a eu une déclaration faite en septembre 2010 de la Société internationale pour l'étude de la douleur, on nous a invités à réitérer le droit de chaque personne de voir sa douleur évaluée et traitée adéquatement. Ça s'est fait à Montréal, puis c'est au Québec qu'on veut permettre l'euthanasie. Alors, donnons la priorité au soulagement de la souffrance. C'est le meilleur moyen aussi pour les soignants de retrouver leur véritable raison d'être et leur utilité. Et en conclusion, le Québec n'a pas besoin d'une culture de mort. On a besoin d'une culture de vie. Voilà. J'ai fait une liste de certaines personnes qui m'ont inspiré, dont plusieurs que je connais personnellement. Et il y en a beaucoup d'autres qui demeurent anonymes, évidemment. On prendra naturellement quelques questions. Vous pouvez vous diriger au micro si vous le désirez. Bonjour, je m'appelle Amy Hazard, de Toujours Vivant Marteliette. On est des personnes handicapées qui se posent au suicide assisté. Moi, j'ai travaillé dans ce lieu pendant 15 ans, formellement, et une autre 25 ans informellement. Et j'ai des questions sur votre
votre discours. Je veux ajouter que la discrimination, c'est la base ici. Et je veux que vous fassiez des commentaires sur la question de l'accès aux prévention du suicide. Et la question de si des personnes handicapées ou qui face à une maladie terminale ne sont pas discriminées dans la fourniture de prévention du suicide. Et la deuxième question, c'est un argument que le gouvernement n'a pas encore posé dans l'affaire Carter, mais il devrait, c'est que si le suicide est c'est décriminalisé, mais on a une politique publique pour prévenir le suicide. Et si les médecins seraient les gens qui donneraient l'euthanasie, est-ce que ça, c'est pas contre, ça mettrait l'État dans la position d'offrir un service à travers le soin de santé dont il n'est pas d'accord. Et juste pour dire, il y a beaucoup de gens à l'extérieur, en arrière, le mouvement pour le suicide assisté. Ils veulent montrer que c'est un projet progressiste pour essayer de le faire accepter. Mais il y a beaucoup d'argent et ça vient aussi des États-Unis pour pousser cette idée. Donc, c'est pas juste ici en Québec. C'est une chose qu'on doit affronter de base mondiale, globale. Merci. Merci. Au niveau de la discrimination, la discrimination pour l'aide à la prévention du suicide, elle existe sans doute à l'encontre des personnes handicapées, mais aussi l'aide à la prévention du suicide n'est pas disponible partout en région comme elle l'est à Montréal, etc. On a tendance à vouloir légiférer en pensant qu'on va faire des choses pour Montréal qui vont s'appliquer, ou dans les grandes villes du Québec, qui vont s'appliquer partout au Québec. Alors, si on regarde la disponibilité des soins palliatifs, je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas quelle est la disponibilité qu'on retrouve aux îles de la Madeleine ou dans les autres régions. En ce qui concerne une politique publique, c'est sûr qu'on ne peut pas permettre, c'est sûr que ces gens-là sont bien équipés, et c'est bien plus facile de dire « on ne veut pas souffrir, donc on veut l'euthanasie ». Parce que le discours pour défendre le droit à la vie est beaucoup plus difficile et on se fait qualifier souvent de personnes rétrogrades. On se fait dire « on n'est plus dans ce temps-là ». Vous avez bien raison, mais les valeurs fondamentales sont toujours là. Quelle est l'urgence? 450 ans, 400 ans avant Jésus-Christ, on interdisait l'euthanasie et l'aide au suicide. Quelle est l'urgence de faire quelque chose au Québec? Là, on nous saupoudre un 15 millions pour essayer de faire passer quelque chose. On nous avait dit dans le rapport que ça arrivera en juin. Alors, on va essayer de passer ça peut-être en fin de session, alors qu'il s'agit d'un droit fondamental. Alors, j'invite tout le monde à se lever. Il y aura une marche la fin de semaine prochaine à Québec. Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question est, quelles sont les complications juridiques qu'il peut y avoir si le Québec passe ça? Soit au niveau du contestation juridique d'une nouvelle loi, qui aurait le statut de porter plainte pour autrui, peut-être, je ne sais pas, ou sinon, au niveau des complications avec la loi fédérale, le code criminel, puisque en effet, l'administration de justice, c'est une pouvoir provincial, est-ce qu'il peut y avoir des complications à ce niveau? Ah oui, il y en aura des complications, c'est certain. Premièrement, toute personne concernée pourrait mener cette cause devant les tribunaux. C'est certain que quelqu'un qui serait atteint d'une maladie dégénérative va avoir un meilleur statut que quelqu'un qui de votre âge en pleine santé. Mais de toute façon, il y aura des personnes qui, si on conteste la loi, on s'assurera comme avocat qu'il y ait des personnes qui se qualifient très bien pour pouvoir porter ça devant les tribunaux. Et oui, il y aura des complications. La première complication, c'est qu'une loi
est toujours présumé valide. Et donc, il va falloir, dans ce recours-là, demander la suspension de cette loi. Et il va falloir essayer de faire comprendre aux tribunaux que la présomption, dans ce cas-ci, ne devrait pas s'appliquer, parce que sinon, il y a bien des personnes qui vont disparaître avant. Docteur Garel, je dois revenir sur la question que j'avais posée au docteur Pinet en ce qui concerne la protection de la charte. Parce que moi, comme médecin, disons que je ne rentre pas sur le débat philosophique de la pertinence. Mettons que je laisse ça de côté pour l'instant. Mais est-ce que je peux plaider que cette loi porte atteinte à mon intégrité professionnelle? C'est une loi qui demandera, par exemple, c'est la même type de loi qui demandera à un soldat de tirer sur les gens qu'il a pour mission de protéger. Parce que mon métier, c'est justement de ne pas faire ça. Est-ce que je peux plaider que la charte me protège contre cette atteinte à mon intégrité professionnelle? Tout à fait, tout à fait. Elle vous protège à plus d'un égard. Si on invoque des motifs religieux, il y a la liberté de conscience. Il y a aussi votre propre droit à la vie et à vos convictions. C'est certain que c'est. Et le problème, c'est que nos ordres professionnels, qu'il s'agisse du Collège des médecins ou du Barreau du Québec, ne supportent pas leurs professionnels et se sont prononcés sans consulter leurs membres. Oui, madame. Une dernière question. Juste la suite de l'intervention du docteur. Il existe effectivement dans la loi du Collège des médecins, concernant les médecins, un article qui dit que si un médecin ne refuse d'effectuer un soin, ou ne peut pas effectuer un soin, il est obligé de trouver quelqu'un, de référer le patient à quelqu'un qui veut l'effectuer. Oui. Alors je voudrais votre commentaire à ce sujet-là, parce que nulle part ailleurs, dans aucune loi professionnelle, un professionnel qui refuse de faire quelque chose n'est pas obligé d'aller trouver quelqu'un qui va effectuer ça à sa place. Vous avez tout à fait raison. J'ai déjà refusé de représenter certains clients pour des raisons éthiques ou autres. Ça cause un problème, parce que, comme le disait le Dr Vinet, dans le code criminel, il y a des dispositions de participation à une infraction. Et donc, le seul fait de référer une personne à un patient, à un autre médecin qui, lui, va pratiquer une euthanasie ou qui, lui, va aider au suicide, c'est une participation à un acte criminel. Et dans ce cas-là, on est aussi coupable que celui qui pose le geste. Alors oui, c'est un problème pour les médecins. Et oui, il faudrait contester cet aspect-là.